Bonjour les amis, je voulais partager avec vous un podcast d'un économiste américain qui s'appelle Richard Wolff. Vous pouvez regarder, c'est WOL2F. Donc il a fait une double série sur le colonialisme et le capitalisme. Donc ce serait intéressant de partager. Donc je vais tenter l'exercice de vous traduire quand même son émission. Voilà, on y va. Bienvenue les amis sur une autre émission de Economic Update que je fais tous les jours pour expliquer nos vies et pour nos enfants. Ça, c'est une deuxième partie de notre émission sur le colonialisme ou sur la colonisation, pour que nous comprenions bien ce qui se passait dans le passé et ce phénomène existe encore autour de nous. La semaine passée, l'émission était dédiée au passé et maintenant on explique la forme capitaliste du colonialisme. Ça concerne aussi l'explication de pouvoir expliquer ce que c'était et ce que est le capitalisme et les origines du colonialisme et du capitalisme. Et la nécessité du capitalisme de devenir grand comme ce monstre que nous connaissons. C'est aussi le système de voler, de piller, d'arracher des ressources naturelles des autres communautés ou bien des autres peuples, et afin de confisquer tout le monde entier. La façon dont c'était fait, c'était pour établir d'abord une colonie et tuer les personnes locales, et les anéantir et les chasser par la domination militaire ou de quelque domination que ce soit pour établir sa colonie. Pour prendre l'exemple des États-Unis, ou l'Afrique du Sud, l'Australie, la Nouvelle-Zélande. Et dans le passé, c'était formellement reconnu comme la mère patrie des colonies. Et c'est pour ça que le mot colonialisme va ensemble avec le mot impérialisme. Et c'est souvent exercé par les pays européens. On peut parler aussi de l'Empire britannique. Alors, pendant des années, le problème d'administrer des gens et ce qu'on a causé aux personnes locales qu'on a colonisées, et on les fait travailler dans les conditions drastiques, humiliantes. Et ne connaissons pas l'histoire, ce qui a été causé à ce peuple. Les Britanniques, les Anglais, les Français et les autres, les Allemands. Et grâce à l'histoire, tout ça se démontre et expose leurs actions aujourd'hui. Encore avec la Seconde Guerre mondiale, tout s'est clarifié. Et après l'examen, et après la Deuxième Guerre mondiale, beaucoup de pays ont voulu se séparer de leur mère patrie, l'Angleterre ou bien avec la France.
Et après 2 décennies, est-ce que la relation avec le colon, l'impérialiste, est séparée? Mais non, ça a seulement changé de forme. Et aujourd'hui, ça reste encore avec nous. Et ça s'appelle le néocolonialisme. Même si ce n'est plus la colonisation, mais c'est le néocolonialisme aujourd'hui. C'est une nouvelle forme du colonialisme et de l'impérialisme. La façon et l'utilisation des peuples impériaux vers leurs colonies, ils utilisent les ressources naturelles de ce pays, de ces colonies, au bénéfice de la culture dominante. Et sous le colonialisme, c'était possible et c'est encore possible sous le néocolonialisme. Après la Deuxième Guerre mondiale, ces pays ont déclaré leur indépendance, mais ils ont toujours cherché un moyen de garder cette dominance sur leurs colonies. On va retracer tout ça dans cette émission, comme ça vous allez comprendre pourquoi il y a ce débat toujours présent aujourd'hui du néocolonialisme, de notre âge qui a changé la forme et qui est quand même la vieille forme du colonialisme avant la Deuxième Guerre mondiale. Pourquoi les pays capitalistes vont toujours dans d'autres pays pour dominer d'autres peuples? La mentalité des pays impériaux, c'est toujours de dominer les autres. Il faut le savoir. Qu'est-ce qui leur rend possible de s'adapter? C'est la compétition avec les autres pays impériaux. Ils vont dans des pays et ils dominent et puis ils profitent des ressources naturelles des colonies. Alors, le plus dominant tu es, la meilleure chance tu as de survivre dans ce monde de compétition. Même si c'est un petit pays qui est impérial ou bien un grand pays, ils vont toujours pour dominer au-delà des lignes, pour dominer les autres. Et tout ça a été des choses qui se sont passées souvent entre les États-Unis et le Japon. Et maintenant, en Europe, c'est toujours important pour les pays impériaux d'avoir les ressources naturelles des colonies qui peuvent les vendre à très moindre prix pour développer leur puissance comparée à d'autres pays impériaux. Pour les impériaux, même si tu produis quelque chose et que ce n'est pas assez, tu as besoin d'aller dans tes colonies, prendre les ressources naturelles ou bien prendre la main-d'œuvre qui est moins chère pour ta compétitivité envers les autres pays impériaux. Ils ne peuvent pas payer les prix très élevés, même dans leur propre pays, donc ils vont chercher la main-d'œuvre des immigrés, comme ça ils payent moins cher, ils vont maximiser leur profit pour être plus dominants.
c'est aussi intéressant pour eux de creuser les matières qui sont brutes. Ils ne les transforment pas dans les pays, donc ça leur permet de maximiser encore plus leur profit. Donc c'est leur sens de survivre que de se développer et d'être compétitif au marché mondial. Et avec ta colonie, tu peux t'imposer et acheter des choses à moindre prix que tu vas aller revendre au prix double ou multiple sur le marché international. Et tu sais que la main-d'œuvre chez toi, elle est très moindre, elle est de 6%. Mais quand tu pars dans un autre pays, elle est beaucoup plus avantageuse. Donc c'est là-bas que tu vas aller prendre les travailleurs parce que tu payes moins cher et tu prends les ressources naturelles moins chères pour ta compétitivité mondiale. Donc, en fait, la mentalité de la culture occidentale qui est impérialiste, c'est de grossir beaucoup plus que les autres. Donc, elle ne s'arrête jamais. Donc, en fait, c'est le modèle et le contrôle des autres compagnies et des autres forces impériales. Et ça, c'est ce que je veux que tout le monde comprenne et que vous ne puissiez pas le manquer. Et pourquoi ils le font? Parce qu'ils ont peur que leurs compétiteurs puissent grossir plus qu'eux et les acheter au marché mondial. C'est pour ça que certaines compagnies deviennent beaucoup plus grandes et achètent les autres parce qu'ils sont beaucoup plus grands qu'eux. C'est pour ça que vous allez entendre que Google a acheté telle compagnie ou Facebook a acheté WhatsApp, des choses comme ça. Donc c'est la loi du marché qui permet à ce que les grandes compagnies achètent les petits et ils veulent pouvoir compétir toujours et toujours et ça ne s'arrête pas. Et then ils veulent pouvoir grossir et acheter au prix qu'ils veulent et ils vendent au prix qu'ils veulent au marché. Et donc ça permet aux grandes multinationales d'avoir plus de pouvoir et de contourner certaines lois du marché, aller même jusqu'à demander à leur gouvernement de les favoriser d'aller dans certaines parts du monde, exploiter la main-d'œuvre et les ressources naturelles de ces pays pour devenir encore plus grands et encore plus puissants. La seule chose qui a changé après la Deuxième Guerre mondiale, c'est que les colonies ont demandé d'arrêter cette exploitation des pays qui les ont colonisés. Comme ça, ils voudraient être indépendants. C'est pour ça que, on voit par exemple l'Angleterre s'est battue en Inde et elle a perdu la guerre de l'indépendance de l'Inde. Et donc, c'est pour ça que ça a été crucial aussi pour l'Inde de se débarrasser de son colonisateur, qui était l'Angleterre. Nous arrivons à la première partie de cette émission. Je voulais expliquer à tous notre audience la nécessité de notre plateforme qui est All Things Co-op. Donc, nous sommes une radio qui est supportée par les petits donateurs. Donc, allez sur notre site internet et puis supportez-nous. Et ça permet à la philosophie et des conversations de pouvoir développer l'esprit des autres, de nos auditeurs. Et pendant que vous y êtes, vous pouvez nous suivre sur les plateformes sociales, Facebook et les autres.
S'il vous plaît, restez avec nous et on revient dans un petit moment. Bienvenue, bon retour à notre programme Economic Update sur le colonialisme ou l'alternative du capitalisme et du néocolonialisme. Après la Deuxième Guerre mondiale, beaucoup de colonies ont demandé l'indépendance parce qu'ils ne voulaient plus l'exploitation des pays dominants qui les ont colonisés. Et il y a beaucoup de peuples qui se sont battus, qui se battent encore pour la libération du colonialisme. Et ils ont subi beaucoup de pertes d'argent et puis de pertes de gens dans ce monde du capitalisme. Et je vous laisse vous expliquer qu'est-ce qui a été accompli après la séparation de l'indépendance avec les pays impériaux. Et l'Angleterre, par exemple, a voulu survivre après ses indépendances en créant le Commonwealth, mais ça n'a pas marché. Mais il n'y a pas eu un changement fondamental par rapport à la relation qu'il y ait les pays impériaux ou à leurs colonies. Ils se sont battus comme l'Inde, ils ont gagné, ils ont eu leur indépendance. Maintenant, ils sont des pays indépendants, ils ont le gouvernement, ils ont les administrations, ils ont des autres identités, etc., etc. Ils sont aussi aux sécurités des Nations Unies, avec leur drapeau représenté. Mais le vrai problème est-ce que le colonialisme a stoppé? Non. Le colonialisme ne s'est pas arrêté. Et on s'est rendu compte que tous les pays qui ont besoin d'indépendance, qui ont l'indépendance, même s'ils sont représentés au Conseil de sécurité des Nations Unies, ne sont pas toujours libres. Ils sont toujours décolonisés et ceux qui les colonisent sont leurs colonisateurs toujours. La relation existe toujours. Mais ils se sont libérés politiquement, mais pas économiquement. Ils ne sont pas encore séparés économiquement de leurs colonisateurs. Et c'est très, très amer aujourd'hui. Pourquoi? Pendant que vous étiez des colonies et dominés par les pays colonisateurs, par exemple pour l'Afrique qui était très longtemps colonisée par les pays européens, ce sont eux qui ont fabriqué les routes, les voies ferrées, les routes, les ponts dans ce pays-là. Et ça a coûté de l'argent pour exploiter les ressources naturelles. Et toutes ces infrastructures ont été construites pour l'intégration de ces colonies dans leurs pays impériaux en Europe. Donc, pour nourrir l'empire. Donc, la relation ne s'est pas cassée du tout. Il y a toujours un lien avec le colonisateur. Par exemple, ceux qui produisent le café dans ce pays-là l'envoient dans les pays colonisateurs pour les transformer là-bas et les vendre toujours au profit du colonisateur qui impose les prix. Donc, c'est eux qui ont poussé, par exemple, comme au Kenya, les cultivateurs de café de produire le café pour eux et le cacao pour qu'on puisse l'envoyer en Europe, pas le transformer sur place, mais l'envoyer en Europe pour qu'il leur permette toujours d'imposer le prix et de faire beaucoup plus de profit dans
dans leur colonie mère et puis d'être compétitifs dans le marché international. Et je peux donner aussi l'exemple de la colonisation française en Afrique. Donc, les exemples ne manquent pas. Donc, il faut bien comprendre que si tu déclares ton indépendance dans ta colonie, ça ne te donne pas la liberté totale économique par rapport à ton colonisateur. Je veux vous prendre l'exemple de la Révolution américaine par rapport à l'Empire britannique, mais ça ne nous a pas donné la liberté totale. On a continué dans le sud de produire le coton pour la Grande-Bretagne et on est même parti chercher les esclaves en Afrique pour perpétuer ce business et faire en sorte que l'Angleterre devienne encore plus riche. Voilà les causes avec les États-Unis comparées à la colonisation britannique envers eux. Et ça a été un combat long pour l'Amérique de se libérer du colonisateur britannique. Et pendant cette période-là, l'Angleterre a toujours décidé de comment l'Amérique devait vivre économiquement, jusqu'à perpétuer la colonisation, le commerce triangulaire à leur profit, le coton, la canne à sucre et tout ça. Et ce genre de choses ne s'arrête pas, même si les États-Unis ont eu l'indépendance pendant la révolution économique aussi aujourd'hui, mais ce n'est pas un combat qu'on peut voir en Afrique, en Asie ou dans un pays qui ont été dominés par les pays impériaux européens. Le combat de l'impérialisme et du colonialisme continue toujours de nos jours. Mais sauf que ça a changé de nom de colonisation ou d'impérialisme au néocolonialisme qui continue toujours économiquement. Et les pays colonisés, même s'ils se sont libérés économiquement, sont arrivés très tard sur la scène internationale. Donc, quand les États-Unis est venu sur la scène de l'économie mondiale, l'Angleterre, le Japon et d'autres pays ont déjà pris la scène et tout. Donc, il faut savoir que pour le capitaliste, c'est toujours important de compétir et de devenir plus grand et de dominer l'autre. C'est sans ça les principes du capitalisme et de l'impérialisme. Et c'est l'exemple comparé aux États-Unis avec l'île de Cuba, par exemple. Quand les États-Unis se sont libérés de la Grande-Bretagne, eux aussi ont commencé le colonialisme dans les pays d'Amérique centrale comme à Cuba et autres pays d'Amérique latine. Donc, ils ont aussi imposé la doctrine de Monroe. Toujours imposer ce néocolonialisme. Et par les États-Unis, l'Europe a eu l'Afrique et l'Asie. Et les États-Unis ont eu l'Amérique latine pour coloniser et imposer le néocolonialisme comme nous le savons aujourd'hui. Donc, certains pays en Amérique latine produisent le café pour le marché américain, la banane pour le marché américain ou le pétrole pour le marché américain. Et c'est la même chose que les Européens font en Asie, en Afrique et dans d'autres comtés. Et donc, cette partie des États-Unis est intégrée dans l'économie capitaliste des États-Unis. Et pendant que ce jeu se joue, à Cuba, à Mexico, à Chile et en Argentine, ils sont divisés en deux groupes différents. Il y a aussi dans ces pays ceux qui sont devenus les agents
du néocolonialisme. Et dans leur petit pays, donc, ils servent le colonisateur américain, même s'ils sont des... Et les jeunes de ces pays qui se partent à l'université pour étudier aux États-Unis et trouver un travail après, sont les agents du néocolonialisme dans leur pays, colonisé par les États-Unis. Yes. Et les gens qui... Et les gens, ces petits gens, les gens locaux qui ont des petits métiers, sont des collaborateurs du service, au service du colonialisme impérial des États-Unis ou bien de l'Europe dans le pays. Et c'est pour eux, et ils leur payent des salaires pour qu'ils puissent maintenir ce système du colonialisme ou du néocolonialisme en place. Et ça permet aussi aux populations locales d'avoir un petit salaire qui ne leur permet pas de s'en sortir. Mais il y a aussi ces agents locaux qui travaillent pour l'économie impériale. Dans tous les pays, c'est pareil, en Asie, en Afrique. Et la bataille du peuple, du petit peuple qui veut s'en sortir, et ces élites qui sont assis au-dessus d'eux, qui ont des avantages, qui nourrissent maintenant la grosse bête néocoloniale pour maintenir ce système impérialisme sur place. Même dans des pays qui sont indépendants comme la Chine, on voit ce système se perpétuer. Même en Inde ou au Brésil. Même dans les transactions internationales, ça se voit aussi qu'il y a ces transactions et ces élites qui servent le capitalisme. Ils veulent toujours avoir ce système hypocrite qui permet que les élites qui sont dans des positions importantes des pays puissent avoir leurs enfants, par exemple, étudier dans une université, après travailler dans une grande multinationale pour perpétuer ce système des élites, pour servir le capitalisme et dominer les plus petits, les populations. Le bas peuple est toujours en train de dire non, non, non. On veut se séparer de ce système impérial parce qu'il nous pourrit la vie. Et c'est pour ça que la Chine, qui était indépendante et qui était dépendante de l'export, a permis de se séparer des États-Unis parce qu'ils ont fini par ne pas exporter leurs produits qui les transforment sur place pour casser le capitalisme américain chez eux. Mais la bataille qui est en train de se prendre en ce moment, ça permet à la politique qui va décider des enjeux majeurs du XXIe siècle. Le colonialisme est toujours vivant et dans toute sa forme cruelle pour dominer les plus petits pays qui sont des colonies. Donc, la victoire est difficile. Mais on garde espoir. Ça, c'est Richard Wolff. Donc, j'espère que je me suis bien exprimé par rapport à ce sujet que vous m'avez demandé d'expliquer en tant qu'économiste. Et donc, voilà un peu l'explication que je vous ai apportée dans ce programme. C'était un plaisir et j'espère parler avec vous bientôt.